On ne construit pas un aéroport à 2 milliards de dollars dans un marécage, surtout pas dans l'une des villes les plus humides du monde. Mais l'Inde l'a fait. Il a fallu 25 ans pour l'ouvrir, et juste avant son inauguration, il a été inondé. Commençons par un chiffre. Au cours de l'exercice financier 2024-2025, l'aéroport existant de Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, a accueilli 55,1 millions de passagers, un nouveau record, le plus élevé de toute son histoire. Cela semble impressionnant. Le problème, c'est que l'aéroport a été conçu pour 50 millions de passagers. L'aéroport de Mumbai fonctionne déjà au-delà de sa capacité maximale, chaque jour. Et il n'y a aucune possibilité d'agrandissement. L'aéroport se trouve au cœur d'une ville de plus de 20 millions d'habitants. De tous côtés, des tours d'appartements, des autoroutes, des quartiers denses. Il n'y a nulle part où ajouter une piste, nulle part où construire un nouveau terminal. L'aéroport est encerclé par une métropole qui s'est développée autour de lui au fil des décennies. Prenons maintenant du recul et regardons ce qui se passe dans l'aviation indienne dans son ensemble. L'Inde est désormais le troisième plus grand marché aérien au monde en nombre de départs domestiques, selon l'IATA. Elle a atteint ce cap en 2024, plus tôt que ce que prévoyaient les analystes. Et en juin 2023, Indigo, la compagnie dominante en Inde, a passé une commande de 500 avions auprès d'Airbus, la plus grande commande d'avions de toute l'histoire de l'aviation commerciale. Réfléchissez à ce que cela signifie. Une seule compagnie aérienne, dans un seul pays, parie que la demande sera si énorme, et cependant si longtemps, qu'elle doit réserver à elle seule une demi-décennie de capacité de production d'Airbus, rien que pour suivre le rythme. D'ici 2044, l'IATA prévoit que le trafic annuel de passagers en Inde augmentera de 425 millions de voyages supplémentaires, soit presque le triple du niveau de 2024. Et au centre de tout cela se trouve Mumbai, la capitale financière de l'Inde, le plus grand pôle commercial du pays, la porte d'entrée des investissements étrangers et des affaires internationales. Lorsque l'infrastructure aérienne de Mumbai ne parvient pas à suivre, cela ne fait pas qu'incommoder les voyageurs. Cela crée des frictions dans toute l'économie. Le calcul est simple. L'aéroport existant est saturé. La demande augmente plus vite qu'à peu près partout ailleurs sur la planète. Vous ne pouvez pas agrandir l'ancien aéroport. La seule solution, donc, c'est de construire ailleurs. La question était où? Mumbai est une péninsule étroite. Le prix du terrain y figure parmi les plus élevés au monde. Chaque kilomètre carré est déjà attribué. Mais à environ 35 km au sud-est, de l'autre côté de Tain Creek, les ingénieurs ont identifié un site potentiel. Une bande de terre côtière près d'une banlieue appelée Ulwe, à Navi Mumbai. Il n'y avait qu'un seul problème. Le site était, à presque tous les égards, le pire endroit possible pour construire un aéroport. Lorsque les planificateurs ont d'abord étudié le site d'Ulwe à la fin des années 1990, le projet avait été initialement conçu en 1997. Voici ce qu'ils ont découvert. Des milliers d'hectares de forêts de mangroves, protégées par les lois de la zone de régulation côtière de l'Inde. On ne peut pas simplement raser les mangroves en Inde. Chaque autorisation nécessite un examen environnemental détaillé, une validation légale de plusieurs organismes gouvernementaux et un programme de replantation compensatoire. Des rivières traversant le site, des plaines inondables qui s'étendent considérablement pendant la mousson de 4 mois, des collines ondulées qu'il fallait aplanir pour créer des surfaces de pistes viables, un sol côtier mou et compressible en dessous, tout cela du genre à se déplacer et à s'affaisser lorsque l'on verse des millions de tonnes de béton dessus. Ce n'était pas seulement un terrain difficile, c'était un terrain bénéficiant d'une protection légale, une sensibilité écologique et une communauté d'agriculteurs et de familles de pêcheurs qui vivaient sur ces terres depuis des générations. Tout cela devait être surmonté, souvent devant les tribunaux, avant qu'une seule machine lourde ne puisse commencer les travaux. L'aéroport a été proposé pour la première fois en 1997, et ce n'est pas une erreur de frappe. Pendant près de 2 décennies, le projet est resté principalement sur le papier, bloqué par des procès environnementaux, des litiges sur l'acquisition des terres, des manques de financement et des changements de gouvernement. Un consortium de construction s'est finalement vu attribuer le contrat en 2017. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu en février 2018, mais la construction complète n'a commencé qu'en août 2021, après que le projet a été restructuré en co-entreprise entre Citco, l'organisme de développement de l'État, et Adani Airport Holdings. Le groupe Adani a pris le contrôle opérationnel en 2021 via une entité spéciale appelée Navi Mumbai International Airport Limited, ou NMIAL. La construction a été réalisée par Larsen & Toubro, l'une des plus grandes entreprises d'ingénierie de l'Inde. Et puis il y avait les gens.
Environ 3500 familles, communautés agricoles et villages de pêcheurs, répartis dans 10 villages, vivaient sur des terres destinées à la construction de l'aéroport. Leur déplacement a constitué l'un des chapitres les plus sensibles politiquement de tout le projet. En fait, l'aéroport porte désormais le nom de l'homme qui a consacré sa vie à défendre ses familles. Lashneta Debe. Patil Dinkar Balu Patil était un militant social et un leader paysan devenu célèbre pour avoir veillé à ce que les communautés déplacées reçoivent une juste indemnisation et une réhabilitation suite à de grands projets d'infrastructure. C'est une figure vénérée à Navi Mumbai. Lors de son ouverture en octobre 2025, l'aéroport a été officiellement inauguré sous le nom d'aéroport international Lokneta Debe Patil de Navi Mumbai. Réfléchissez-y un instant. L'aéroport porte le nom de l'activiste qui a passé des décennies à se battre pour les personnes déplacées par l'aéroport. C'est une histoire complexe, profondément humaine, que les communiqués de presse lisses mentionnent rarement. Parlons de ce qu'il a réellement fallu pour construire cela. Le site s'étend sur 1160 hectares pour l'aéroport lui-même, avec environ 2 millions de personnes. Au total, 900 hectares de terrain sont impliqués dans le projet. La colline Alway Hill alone culminait autrefois à 96 mètres. Les ingénieurs l'ont réduite à 10 mètres grâce à des explosions contrôlées, utilisant les matériaux excavés pour niveler et surélever l'ensemble du site. La rivière Alway a été détournée de 90 degrés dans un nouveau canal sécurisé contre les inondations de 3,2 km, dirigé vers le ruisseau Mohar. L'ensemble de la plateforme du site a été surélevé de 5,5 mètres par rapport à son niveau d'origine. Le sol côtier meuble a nécessité des travaux de fondation profonds pour supporter le poids des pistes, des terminaux et des avions. Le résultat est une piste unique de 3700 mètres de long, orientée nord-est-sud-ouest, capable d'accueillir les plus gros avions commerciaux en service aujourd'hui. Le design du terminal s'inspire de la fleur de lotus, un concept qui ne sera pleinement réalisé que lorsque les 3 bâtiments terminaux interconnectés seront achevés au fil de plusieurs phases. La phase 1, U, qui a ouvert en décembre 2025, donne à l'aéroport la capacité d'accueillir 20 millions de passagers par an. Le coût du projet est d'environ 16 700 crores de roupies, soit à peu près 2 milliards de dollars américains. Cela correspond à environ 2 milliards de dollars américains au taux de change actuel. Certaines estimations récentes situent le coût de la seule première phase à près de 19 600 crores, les coûts évoluant au fil de la construction. Mais voici comment cet argent est structuré. Cet aéroport n'est pas construit en une seule fois. Il est construit par phase sur environ une décennie. La phase 1, désormais ouverte, permet d'accueillir 20 millions de passagers par an, avec une seule piste. La phase 2, dont l'achèvement est prévu aux alentours de 2030, ajoutera une seconde piste et portera la capacité à environ 25 millions de passagers. Lorsque toutes les phases seront terminées, ce qui est attendu vers 2032, l'aéroport devrait accueillir 90 millions de passagers par an, ce qui en fera l'un des plus grands hubs aériens d'Asie du Sud. Qui gère réellement cet aéroport ? Voici un point que la plupart des rapports passent sous silence, et c'est important. L'aéroport est exploité par Navi Mumbai International Airport Limited, une coentreprise entre Sidco, l'organisme de développement de l'État du Maharashtra, qui détient 26% des parts, et Adani Airport Holdings, qui détient les 74% restants. D'ici 2025, le groupe Adani exploitait déjà plusieurs grands aéroports indiens, dont ceux de Mumbai, Ahmedabad, Lucknow et Guwahati. Navi Mumbai étend encore davantage cette présence. Cela fait de l'aéroport une partie d'une histoire bien plus vaste sur la concentration des infrastructures aéronautiques en Inde, entre des mains privées et plus précisément entre les mains de l'un des groupes d'affaires les plus en vue de l'Inde. Pour les spectateurs qui suivent la géopolitique indienne, cela mérite d'être souligné. La question de savoir qui contrôle les infrastructures critiques et si ce contrôle est correctement réglementé fait l'objet d'un débat permanent en Inde. L'aéroport de Navi Mumbai n'existe pas en vase clos. C'est un maillon d'un empire d'infrastructures privées bien plus vaste. Soyons précis sur ceux qui bénéficient de l'ouverture de cet aéroport. Les compagnies aériennes en bénéficient immédiatement. L'aéroport actuel de Mumbai est saturé en créneaux depuis des années. Les compagnies aériennes ne pouvaient tout simplement pas obtenir l'autorisation d'ajouter de nouveaux vols car il n'y avait pas de place dans le planning. Un second aéroport permet de lever ce goulot d'étranglement. De nouveaux transporteurs, de nouvelles liaisons internationales et davantage de concurrence deviennent alors possibles. Les promoteurs immobiliers de Navi Mumbai en tirent d'énormes bénéfices. La valeur des terrains autour d'un grand aéroport international augmente de façon spectaculaire, et elle avait déjà commencé à grimper depuis des années en prévision de cette ouverture. Des parcs logistiques, des pôles hôteliers et des développements commerciaux sont en cours de planification autour de la périphérie de l'aéroport. Le gouvernement de l'État du Maharashtra en tire profit, tant sur le plan économique qu'en matière de développement régional.
Navi Mumbai a été construite à l'origine dans les années 1970 comme une ville de délestage planifiée pour désengorger Mumbai. L'aéroport concrétise enfin cette promesse initiale, faisant de Navi Mumbai une destination et un pôle économique à part entière, plutôt qu'une simple banlieue dortoir. Et l'Inde en tire un avantage stratégique. Il existe une concurrence de plus en plus intense entre les aéroports asiatiques de transit comme Dubaï, Singapour, Doha et Hong Kong pour dominer le trafic international de transit. Historiquement, l'Inde a été sous-desservie sur ce marché. Un aéroport moderne et de grande capacité à Mumbai commence à changer la donne. Encore une chose qui mérite d'être soulignée. Cet aéroport est connecté. Le Mumbai Trans-Harbour Link, un pont maritime de 21,8 km, reliant le sud de Mumbai à la rive de Navi Mumbai près de l'aéroport, il est devenu opérationnel début 2024. Il réduit le temps de trajet entre le centre de Mumbai et l'aéroport à environ 20 à 25 minutes. Une ligne de métro reliant les deux aéroports de Mumbai est également prévue, créant ainsi une liaison directe de transit entre l'ancien hub et le nouveau. Avant d'aborder la question climatique à long terme, commençons par une information qui illustre parfaitement la tension au cœur de ce projet. L'inauguration de l'aéroport international Lokneta DB Patil de Navi Mumbai était initialement prévue pour le 30 septembre 2025. Elle a été reportée en raison de fortes pluies. Un aéroport construit sur une zone humide sujette aux inondations, conçu spécifiquement pour faire face aux conditions de mousson de Mumbai, a vu sa cérémonie d'ouverture retardée par une mousson. On ne pourrait pas inventer une telle histoire. L'inauguration a finalement eu lieu le 8 octobre 2025, lorsque le Premier ministre Narendra Modi est arrivé à bord de l'avion présidentiel Safran. Les vols commerciaux ont commencé le 25 décembre. Mais le retard n'était pas seulement ironique. C'était un avant-goût de la question centrale à laquelle cet aéroport sera confronté tout au long de sa vie opérationnelle. Mumbai reçoit plus de 2000 mm de précipitations par an, la grande majorité étant concentrée en seulement quelques semaines de mousson intense. Lors d'années extrêmes, Mumbai a reçu plus de 900 mm en seulement 2 à 4 heures. Cela s'est produit en 2005 lorsque des inondations catastrophiques ont tué des centaines de personnes et paralysé la ville pendant plusieurs jours. Des événements d'une gravité comparable se sont produits depuis. Le site de Navi Mumbai se trouve dans une région particulièrement exposée à ce type d'inondation. Les rivières qui ont été gérées et détournées pendant la construction transportent d'énormes volumes d'eau. Les études d'ingénierie de Citco ont abouti à ce que toute la plateforme de l'aéroport soit surélevée à plus de 8 mètres au-dessus du niveau de la mer, spécifiquement conçue pour résister à une crue centennale, y compris des événements comparables au déluge catastrophique de Mumbai en 2005. Mais voici la vérité dérangeante concernant les infrastructures conçues pour des événements extrêmes. La définition de l'extrême ne cesse d'évoluer. Le littoral indien fait face à un risque sérieux de montée du niveau de la mer dans les décennies à venir. Le rapport AR6 du GIEC prévoit une élévation moyenne du niveau de la mer à l'échelle mondiale d'ici 2100 comprise entre 0,28 et 0,55 mètres dans les scénarios à faibles émissions et entre 0,63 et 1,01 mètre dans les scénarios à fortes émissions. Pour le littoral indien en particulier, des recherches évaluées par des pairs utilisant les données de l'AR6 projettent une élévation comprise entre 20, 5 et 110 cm d'ici 2100 selon le scénario d'émission. Une élévation du niveau de la mer d'1 mètre ne submerge pas directement un aéroport bien surélevé, mais cela élève le niveau de base sur lequel repose chaque onde de tempête et chaque épisode de marée de submersion. Une inondation de mousson, qui atteint aujourd'hui un niveau gérable, devient nettement plus dangereuse lorsque la mer sous-jacente est durablement plus haute. Il y a aussi un problème de subsidence. Certaines parties de la zone côtière de Navi Mumbai sont construites sur des dépôts sédimentaires meubles qui se compactent lentement sous le poids d'infrastructures lourdes. Cela peut réduire l'élévation effective des structures au fil du temps, même si le niveau de la mer continue de monter pour les atteindre. Citco et Adani, vous avez tous deux déclaré que la résilience climatique avait été prise en compte dans la conception de l'aéroport. La plateforme a été surélevée à plus 8 mètres. Le système de drainage est conçu pour un scénario d'inondation centennale. Mais des critiques, y compris des universitaires sérieux en urbanisme, soulèvent une inquiétude structurelle. La plupart des projets d'infrastructures indiens utilisent des données historiques sur les inondations pour calibrer leur système. Et les données historiques sont un guide de plus en plus peu fiable pour les conditions futures, car les événements climatiques que nous connaissons aujourd'hui dépassent régulièrement les précédents historiques. Les inondations de 2005 ont été qualifiées d'événements centennales. Mumbai a connu des inondations comparables à plusieurs reprises depuis.
il n'y a pas de solution simple ici. On ne peut pas mettre en pause le développement de l'Inde en attendant que la science du climat apporte une certitude parfaite sur les scénarios d'inondation à venir. Cette certitude n'arrivera pas. Mais la question de savoir si cet aéroport a été construit pour durer 50 ou 100 ans, et si les hypothèses d'ingénierie intégrées sont suffisamment solides pour résister à un climat de mousson en mutation, est tout à fait légitime. Et c'est une question qui accompagnera ce projet pendant des décennies. Voici pourquoi cela importe au-delà d'un seul aéroport dans une ville indienne. Partout en Asie, des milliers de milliards de dollars de nouvelles infrastructures sont concentrées dans des zones côtières que les climatologues identifient comme à haut risque pour le prochain demi-siècle. Jakarta, Dhaka, Ho Chi Minh Ville, Manille, Colombo, la logique est toujours la même. Les terres côtières plates sont disponibles, accessibles et moins chères. La position stratégique est idéale. L'argument économique est convaincant. Ce que ces projets font collectivement, c'est créer une énorme exposition à long terme. Ce n'est pas une crise aujourd'hui, mais un ensemble de risques cumulés qui pèseront lourdement sur les infrastructures construites aujourd'hui lorsqu'elles atteindront leur mi-vie. Est-il possible de construire des infrastructures résilientes dans des zones côtières sujettes aux inondations? Oui, Singapour et les Pays-Bas ont démontré qu'avec la bonne ingénierie, des investissements et un entretien continu, la question pour l'Inde n'est pas de savoir si cela peut être fait. C'est de savoir si cela est fait avec suffisamment de rigueur et avec un financement à long terme suffisant pour l'entretien. Et avec un engagement réel envers les scénarios climatiques que ses propres ingénieurs devront gérer tout au long du siècle. Prenons encore une fois du recul. L'Inde est en passe de devenir la troisième économie mondiale d'ici le début des années 2030. Son marché de l'aviation devrait presque tripler de taille d'ici 2044. Mumbai génère une part disproportionnée des investissements étrangers, des revenus d'exportation et de l'activité commerciale internationale de l'Inde. Si le système aérien de Mumbai ne peut pas absorber cette croissance, le coût ne se mesure pas seulement en vols retardés. Il se mesure aussi en investissement plus lent, en coûts logistiques plus élevés et en une capacité réduite à rivaliser avec les villes du Golfe et d'Asie du Sud-Est qui construisent activement les infrastructures pour capter la connectivité internationale de l'Inde à la place. Dans cette perspective, construire cet aéroport, même sur un terrain compliqué, même à un coût important, même avec des questions climatiques en suspens, n'était pas un choix stratégique. C'était une nécessité structurelle. La vraie question, comme toujours avec les méga-projets, n'est pas de savoir s'il faut construire, mais s'il faut bien construire. L'Inde a une longue histoire de méga-projets annoncés en grande pompe, puis bloqués pendant des décennies dans des limbes juridiques et bureaucratiques, et qui soit ont échoué, soit sont arrivés si tard qu'ils étaient devenus inutiles. Cet aéroport a mis 25 ans entre le concept et l'ouverture. C'est très long, mais il est ouvert. Il fonctionne. Le premier vol Indigo, en provenance de Bengaluru, a atterri à 8 h du matin le jour de Noël 2025. Cela compte. Parce que l'Inde qui a approuvé ce projet à la fin des années 1990 est un pays différent de l'Inde qui l'a inauguré en 2025. L'Inde d'aujourd'hui a construit le plus grand réseau de métro du monde. Elle a développé l'une des plateformes de paiement numérique les plus utilisées au monde. Elle a lancé des missions spatiales vers la Lune. C'est un pays qui a aujourd'hui une capacité d'exécution à grande échelle, bien supérieure à celle d'il y a une génération. Mais la capacité à exécuter et la sagesse de savoir quoi exécuter et comment sont deux choses différentes. L'aéroport de Navi Mumbai est l'expression des deux à la fois. Dans une ville à court de terrain, parfois le seul endroit où construire est celui que personne ne veut. C'est cette logique qui a conduit à 25 ans de planification, de litiges, de familles déplacées, de rivières détournées et à 2 milliards de dollars de travaux. Et l'aéroport, nommé d'après l'homme qui s'est battu pour ses familles à déplacer, est désormais ouvert, installé dans la zone humide, gérant les vols, traitant les passagers. Il est imparfait. Il est en retard. Il porte le poids de chaque compromis qui a été fait pour qu'il voie le jour. Mais la question qu'il pose est celle à laquelle chaque nation construisant à grande échelle devra répondre. Peut-on construire les infrastructures du futur sur des terres que le futur pourrait reprendre? Si vous voulez comprendre comment les méga-projets les plus ambitieux d'Asie sont en train de remodeler le commerce mondial et lesquels pourraient tout changer, abonnez-vous, car la prochaine fois, nous irons en Thaïlande. Le gouvernement là-bas prévoit de construire un pont terrestre qui permettrait aux navires de contourner entièrement le détroit de Malacca. Le pont terrestre de Thaïlande. L'infrastructure qui pourrait contourner le détroit de Malacca. Cette histoire, c'est pour la prochaine fois.